Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost Academy pour une nouvelle vidéo d'analyse on-chain. J'espère que vous allez bien. Je suis le professeur Chen et comme à notre habitude, nous allons nous intéresser aux dynamiques on-chain du marché, encore une fois du BTC. Souvenez-vous, lors de notre précédente analyse, nous nous étions posé la question est-ce que nous sommes en bear market? La conclusion de cette question avait été non, nous ne sommes pas encore en bear market. Clairement, on n'est pas passé loin de la frontière qui délimitait le bear market du bull market. Ok, mais la structure reste haussière dans l'ensemble. 2 semaines après, la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le point bas, il a été fait pour la tendance baissière actuelle? Est-ce que la correction ne serait pas en train de toucher à sa fin? Mais avant de nous lancer dans le vif du sujet, bien sûr, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cryptost Academy, activer la petite cloche pour ne rien louper de nos prochains contenus. Et si vous voulez plus loin et en apprendre plus sur l'analyse on-chain, sur l'analyse technique, sur tous les systèmes d'analyse Ishimoku, sur les tokenomics, sur les airdrops, sur tout ce que vous voulez en fait, on a vraiment tout, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la communauté privée numéro 1 des investisseurs crypto en France, Cryptost Academy. On a une bibliothèque d'Alexandrie crypto, rien que pour vous, avec tellement de contenu que vous n'aurez pas le temps de finir depuis... si vous commencez aujourd'hui, vous n'aurez pas fini à la fin de l'année 2025, ça je peux vous le garantir. Si jamais vous voulez tester le produit, n'hésitez pas, il y a un petit moins 20% sur votre premier mois d'abonnement si ça vous satisfait. Et si ça ne vous satisfait pas, on a une politique de satisfaire et rembourser, donc vous pourrez être remboursé si vous considérez que le produit ne vous convient pas au bout du premier mois. Voilà qui fait le tour de cette petite introduction. On va maintenant s'intéresser au marché du BTC. D'abord, une petite analyse rapido du prix. Alors, point haut atteint en janvier, aux alentours des grosso modo 108 000 $, 109 000 $, dépendamment de comment est-ce qu'on le mesure. Il y en a même qui iront jusqu'à dire qu'il y a eu de la volatilité jusqu'à 110 000, peu importe. Le plus important, c'est de savoir que c'était ici le point haut et que depuis ce point haut, on a une tendance baissière assez volatile aux alentours de la perte du niveau des 90 000 $, mais ensuite relativement lente, qui continue aujourd'hui de tenir. Et en fait, si vous le voyez, peut-être, on peut tracer une courbe de tendance, une droite de tendance ici, qui nous permet de délimiter justement cette tendance. Tiens, regardez, on va aller sur le thread Twitter directement, et je vais vous l'illustrer ici. Voilà, exactement. La droite de tendance que vous voyez ici en gris, qui pour l'instant délimite les points sur lesquels la tendance baissière prend appui pour infliger de nouvelles impulsions baissières au marché, avec le pivot grosso modo de 90 000 $, qui a servi de résistance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois entre novembre et janvier, entre novembre 2024 et janvier 2025 grosso modo, avant d'être invalidé. Et tentative de récupération, invalidation de la récupération, et depuis 1, 2, 3 résistance. Donc en fait, on a un pivot au niveau des 90 000 qui était un support très robuste, qui a été invalidé, qu'on a essayé de récupérer, ça a échoué et maintenant cette zone agit en tant que résistance. Donc on va revenir plus loin dans la vidéo sur ce niveau, mais le niveau des 90 000 $ est absolument à surveiller. Pas vraiment la zone des 90 000 $ en soi, hein, en vrai, que ce soit aux alentours des 88 ou des 92 000, grosso modo, c'est pas très important ce qui va se passer. Ce qui est surtout important, c'est de savoir si on est capable de revenir au-dessus de ce niveau et de reconvertir ce pivot en tant que support, mais on va y revenir plus loin dans la vidéo. Voilà le petit topo pour la tendance actuellement qui se situe pour le BTC. Bon, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal situé, hein. Surtout qu'en plus, si on regarde un peu sur le moyen terme, on se rend compte qu'en fait, cette correction, elle a simplement fait en sorte que la résistance qui avait été franchie en novembre, la résistance des 75 000 $, 74 000 $, grosso modo, eh bien, elle ait pu être convertie en tant que support. Donc, pour l'instant, on a juste une correction relativement rapide, plus rapide que celle qu'on a eue en 2024, qui avait duré grosso modo 5 mois, alors que celle-ci dure à peu près 3 mois. Mais on a quand même des signaux qui pourraient nous indiquer qu'un bottom pourrait être en cours. Et c'est tout ce qu'on va aller continuer d'observer au sein de cette analyse. Premièrement, on va aller étudier, comme à notre habitude, c'est pas une métrique que vous n'avez pas l'habitude de connaître, on en parle assez souvent, mais je vais quand même la réintroduire, les coûts de base des investisseurs à court terme et sur 7 jours. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ces deux courbes, ici en rouge, ici en orange, c'est très simple. Vous avez ici le prix moyen d'achat des nouveaux entrants, des nouveaux investisseurs sur Bitcoin. Du coup, on est capable de mesurer vis-à-vis des jeunes bitcoins qui ont été acquis, eh bien, quel est le prix d'achat moyen de ces BTC. Du coup, on calcule tout ça et ça nous donne cette courbe qui sert de support durant les tendances haussières. Et une fois l'invalidation
eh bien, sert de résistance et donc amène des indications d'initiation de tendance baissière, littéralement. Donc pour l'instant, on est aux alentours des, grosso modo, 92 000. Si le curseur veut bien m'aider, ce serait pas trop mal. Ouais, c'est ça, on va dire 92 000, grosso modo. Donc c'est aussi une zone qu'il faut surveiller et qu'il faudrait idéalement récupérer en tant que support. C'est pour ça que je dis que les 90 000 en soi, si on arrive à 91, le travail il est pas fait. Je pense qu'on sera vraiment hors de... comment dire, on sera sorti d'affaires à partir du moment où on sera entre les 92 et les 95. Idéalement 95, ce serait quand même très très bien de récupérer cette zone, mais on n'y est pas encore pour l'instant. En tout cas, le cours du BTC il continue d'évoluer sous ce prix réalisé des investisseurs à court terme, aussi nommé STH pour Short Term Holders, qui est estimé aux alentours de 92 000 $ exactement. Ça coïncide pas mal avec le pivot technique qu'on a évoqué précédemment, et du coup on se rend bien compte que cette zone semble représenter l'obstacle majeur à dépasser pour retrouver espoir sur le marché. On a aussi bien sûr le prix réalisé sur 7 jours qui est en gros le coût de base moyen, le prix moyen d'achat de tous les BTC qui sont acquis au cours d'une semaine glissante, donc sur 7 jours grosso modo. Et ici on a une valeur qui est beaucoup plus qui suit beaucoup plus la tendance du prix, qui peut donner des signaux de validation et d'invalidation beaucoup plus erratiques, mais qui est quand même très très intéressante à regarder, notamment parce que cela peut signaler les périodes durant lesquelles on a des tentatives de rebond. Ici vous voyez qu'on repasse au-dessus de la courbe orange, tentative de rebond, invalidation du rebond, on repart dans une vague de baisse, et là retentative de rebond, et tant qu'on reste au-dessus, normalement on pourrait repartir, mais si on l'invalide, c'est jambes baissières encore une fois. Donc dans l'ensemble, on se situe en dessous des pivots majeurs, donc c'est pas top top. On a encore beaucoup d'investisseurs qui ont la tête sous l'eau, et je comprends que psychologiquement et financièrement pour certains ça puisse être encore compliqué s'ils n'ont pas encore capitulé, qu'ils n'ont pas encore vendu. Je comprends qu'ils puissent perdre patience, mais sur du très court terme on se rend compte qu'il y a quand même une impulsion actuellement qui pourrait potentiellement donner quelque chose. Donc si je devais résumer ça en une phrase, je dirais c'est pas top, mais il y a quand même un petit peu d'espoir encore pour l'instant, du point de vue des niveaux qui sont les plus intéressants à regarder à court terme. Maintenant, on peut s'intéresser à d'autres indicateurs, notamment à court terme encore une fois, comme le fameux ratio SOPR, le ratio STH SOPR encore plus. Donc le ratio SOPR, premièrement, qu'est-ce que c'est? C'est un ratio qui permet de mesurer la rentabilité des dépenses des investisseurs. Donc quand c'est positif, les dépenses sont en profit. Quand c'est négatif, enfin quand c'est en dessous de 1 précisément, eh bien les dépenses sont en perte. Maintenant, le STH SOPR, c'est le SOPR des STH, c'est le SOPR des short-term holders. C'est le ratio de rentabilité des dépenses des investisseurs à court terme. Et souvent, ce qu'on va observer à court terme, c'est que ce STH SOPR, il va se maintenir au-dessus de 1 et utiliser cette zone de 1 ici que vous voyez, ce pivot-là, en tant que support. Il va faire des rebonds par-dessus pendant les tendances haussières. On voit bien ici. Boum, rebond, expansion, prise de profit, ralentissement, prise de profit, ralentissement, rebond, hop là, prise de profit, ralentissement, et hop là, et on fait le yo-yo comme ça, mais on se maintient au-dessus de 1. C'est extrêmement important de se maintenir au-dessus de 1 pour conserver une tendance haussière. Qu'est-ce qu'on a vu ensuite à partir du mois de février, à partir de l'invalidation qu'on a eu notamment sur le niveau des 90 000 $ justement? Eh bien, on a vu un SOPR, un STH SOPR qui est venu se placer en dessous de 1 et qui n'a pas réussi à revenir au-dessus de 1. On avait eu plusieurs fois des petits rebonds qui nous permettaient de revenir au-dessus de 1. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Donc ici, on a l'installation d'un comportement baissier et tendance baissière avec de la prise de perte, parce que le STH SOPR est en dessous de 1, de la prise de perte qui peut d'ailleurs atteindre des valeurs assez importantes. Si on va regarder les valeurs du STH SOPR ici, il est à 0,94, ce qui veut dire que les investisseurs à court terme, sur par exemple ici la journée du 11 mars, ont grosso modo pris entre 4 et 5% de pertes. C'est quand même costaud, de pertes réalisées, hein. Donc c'est quand même énorme pour un investisseur à court terme de se prendre à 5%. Bon, vu la baisse qu'on avait eue au cours des derniers jours, c'est pas étonnant en fait, hein, s'il y en a qui ont acheté un petit peu plus haut et qui ensuite sont liquidés ici, ou même encore plus haut et qui ensuite sont fait liquider sur les points bas. Dans l'ensemble, on a quand même plusieurs choses qui sont assez intéressantes à observer. Premièrement, le fait que le pic de prise de perte qu'on a eu le lundi 7 avril, eh bien il est à peu près équivalent à celui qu'on avait eu le lundi 10. Donc grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que à un prix de 80 000 $, on a eu à peu près 4% de pertes qui ont été réalisées, et à un prix cette fois-ci d'à peu près 74 000 $, on a encore à peu près 4%, 5% de pertes qui sont réalisées. Ce qui veut dire que au fur et à mesure de la baisse, eh bien, les investisseurs réalisent des pertes qui sont similaires alors que le prix continue de baisser, ce qui est plutôt positif. Ce qui serait, si jamais on avait un scénario qui serait délétère, on verrait des pics de prise de perte qui sont de plus en plus intenses au fur et à mesure que la baisse progresse. C'est pas du tout le cas actuellement. On voit une baisse qui progresse alors que les pics de prise de perte, eux, restent relativement similaires, ce qui est plutôt positif dans l'ensemble. On n'aimerait pas voir une accélération de la prise de perte. Là, on voit une prise de perte qui est plutôt normale, plutôt stable dans l'ensemble. C'est plutôt ok.
c'est pas non plus un comportement qui est idéal parce que bien sûr, on reste dans un contexte où les investisseurs à court terme n'ont pas énormément confiance, ils réalisent de la prise de perte, donc c'est pas idéal du tout et c'est pas exactement ce qu'on attend d'un bull market. C'est un contexte typique de correction, mais ça veut pas dire pour autant que c'est la fin du monde parce qu'on n'a pas non plus une croissance de la prise de perte qui est extrêmement majeure. Donc il va falloir beaucoup surveiller ce pivot de 1, sachant qu'en plus, eh bien, le SCH Super se rapproche pas mal de 1 après le pic de perte qu'on a eu justement lundi dernier. Donc pour l'instant, on arrive à peu près se stabiliser aux alentours de 1. Ce serait vraiment idéal si on pouvait le récupérer parce que en cas de rejet, on aura certainement une nouvelle jambe baissière, une impulsion baissière parce que les dépenses vont continuer à s'effectuer à perte. Ça va entamer davantage la confiance des investisseurs à court terme et ça peut amener une nouvelle phase de panique. Alors que si on arrive à franchir 1 et à se stabiliser au-dessus durant ne serait-ce que 1, 2, 3 semaines, eh bien ça signalerait premièrement la fin de la tendance baissière et en plus un contexte on-chain qui serait beaucoup plus propice à une dynamique haussière avec des investisseurs à court terme qui seraient enfin en train de reprendre une dynamique de dépenses positive, c'est-à-dire une dynamique de dépenses avec de la rentabilité. Donc ils réaliseraient des profits, même des profits minimes, mais ce serait quand même très très important, ce qui leur permettrait de sortir la tête de l'eau. Donc de ce point de vue là, ici encore une fois, on n'est pas dans un contexte qui est top, mais on a potentiellement des premiers signes avant-coureurs de tentatives de reprise. Donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut pas dire que c'est bon, le bottom is in. Parce que je préfère ne pas anticiper dans ce genre d'analyse et simplement faire des analyses sur le moment. Mais dans l'ensemble, on voit qu'on a quand même une dynamique qui potentiellement dans les prochaines semaines pourrait nous donner une tentative de reprise assez intéressante. Bien qu'il y a encore quelques autres métriques qui puissent nous faire penser que tous les ingrédients ne sont pas encore là. En effet, une des métriques qui est aussi importante à regarder durant les périodes de chop comme actuellement, c'est-à-dire dans les périodes de consolidation un peu baisse avec pas mal de volatilité, un peu d'incertitude comme ça, en plus il y a un contexte macroéconomique qui est pas foufou, il y a des métriques qui sont très intéressantes à regarder et notamment ici on peut encore une fois regarder les volumes nets sur les marchés spot et les marchés dérivés. Ce que vous voyez ici, la courbe bleue par exemple, ça va être les volumes d'achat ou de vente net sur une journée sur les marchés spot. Donc ce que ça veut dire, c'est que ici vous avez en positif du coup une journée où il y a eu plus d'achats que de ventes ou en négatif une journée où il y a eu plus de ventes que d'achats. Ça c'est pour les marchés spot en bleu. Vous avez exactement la même chose pour les marchés futures. Donc si vous avez une journée où il y a du coup un volume net qui est négatif sur les marchés futurs, ça veut dire qu'il y a eu plus de ventes, plus de pression de vente que de pression d'achat, et inversement ici par exemple en octobre on a eu sur la journée du 30 octobre plus de pression d'achat que de pression de vente parce que les valeurs sont positives. Ça nous permet de mesurer un peu l'équilibre qu'il pourrait y avoir entre l'offre et la demande sur le marché et ça nous permet d'estimer aussi est-ce qu'à un moment donné c'est la pression d'achat qui domine ou est-ce que c'est la pression de vente qui domine et si par exemple c'est la pression d'achat qui domine, de quelle nature est cette pression d'achat? Est-ce que c'est une pression d'achat qui vient des marchés spot, ce qui est idéal, ou est-ce que c'est une pression d'achat qui vient des marchés futurs avec de l'intérêt, avec de l'effet de levier qui est utilisé, ce qui est manifestement pas très idéal parce que ça fragilise les baisses. Dans l'ensemble, l'équilibre entre l'offre et la demande y penche pour le moment, grosso modo, du moins durant les derniers jours, en faveur de la demande, ce qui est plutôt positif parce que c'était pas arrivé depuis un petit moment qu'on est quasiment une semaine, grosso modo, d'achat. Donc c'est plutôt cool dans l'ensemble. Les volumes d'achat, ils restent toutefois dominés par la demande des marchés dérivés, des marchés futurs, avec ici les courbes orange que vous pouvez voir. Et ça, c'est pas idéal parce que le risque de liquidation longue reste important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, une demande spot, c'est une demande réelle. C'est des gens qui vont acheter du BTC avec du cash, qui vont détenir ce BTC. C'est la vraie économie réellement. Alors que les marchés futurs, eh bien, ce sont des marchés dérivés. En fait, c'est du Bitcoin papier. Et c'est des gens qui sont capables de lever énormément de fonds avec de l'effet de levier pour acheter des faux Bitcoin et insuffler une demande ou une offre sur le marché. Et lorsqu'on a des personnes qui utilisent de l'effet de levier pour acheter Bitcoin, ça pousse le prix très vite, d'accord, mais si le prix chute derrière, et ben les liquidations vont potentiellement amener une nouvelle vague de correction et c'est pas du tout idéal. Donc le fait qu'on ait de la demande dominante sur les marchés en ce moment depuis une semaine, c'est plutôt positif. Le fait que ce soit de la demande futures et pas de la demande spot, bah franchement c'est pas foufou. Pour autant, hormis le pic de vente, qui était encore une fois un pic de vente future d'ailleurs, qu'on a eu la semaine passée, eh bien la pression de vente sur le marché, donc les valeurs négatives ici, elles continuent de s'épuiser et ça permet d'alléger le poids qui pèse sur le marché depuis plus de 3 mois parce qu'on a vu des pressions de vente majeures ici. D'ailleurs, on avait un ralentissement ici de la pression de vente qui nous avait permis d'augurer le fait que, eh bien, on pourrait avoir une fin de correction ou du moins une stabilisation et une période de range. Finalement, c'est exactement ce qui s'est passé, même si on est allé chercher un petit peu plus bas. Ok, on est allé chercher les 75 000 $ alors qu'on aurait pu rester aux
80 000, mais dans l'ensemble on est en train de commencer à fournir un espèce de range ici. Tant qu'on va pas chercher plus bas, si on stabilise sur ces zones, on va pouvoir invalider une tendance rangée et potentiellement repartir ensuite. Mais dans l'ensemble, eh bien on voit qu'on a quand même un contexte qui est en demi-teinte avec pas mal d'indicateurs qui indiquent de la résilience qui sont plutôt pertinents, mais dans l'ensemble ça reste encore insuffisant pour constituer un argumentaire solide en faveur du biais haussier. Donc c'est cool, mais c'est pas encore suffisant. Donc on peut pas encore dire que la tendance baissière est terminée. On peut pas encore dire que le point bas est fait, mais on a quand même quelques indicateurs qui nous disent que si ça continue sur cette lancée, on pourrait avoir quelque chose de positif. Donc il faut pas nécessairement perdre espoir tout de suite et il faut pas nécessairement paniquer. Un autre constat qui est intéressant, c'est d'observer la topographie de l'offre de Bitcoin. En gros ici vous avez sur ce graphique l'offre de Bitcoin qui est répartie en fonction de ses prix moyens d'achat. Donc par exemple ici, pour un prix de 71 000 $, grosso modo 62 000 $, on sait qu'il y a à peu près 357 000 bitcoins qui ont été détenus, ce qui fait à peu près, qui ont été achetés, pardon, ce qui fait à peu près 1,8% de l'offre. Donc ça nous permet de définir les zones où il y a beaucoup de bitcoins qui ont été acquis. Par exemple, encore une fois, au niveau des 97 000 $, on a 721 000 bitcoins, donc 3% de l'offre qui ont été acquis là et qui sont détenus sur cette zone, donc très intéressant. On peut voir dans l'ensemble plusieurs clusters, plusieurs zones d'offres relativement importantes. Par exemple, on peut voir entre les 60 et les 64 000 $ qu'il y a eu beaucoup d'accumulation sur le range de 2024. On peut voir entre les 80 et les 85 000 $ qu'on a une zone d'accumulation à court terme qui s'est formée récemment au niveau du bottom qui s'est formé pour l'instant. Et on peut voir aussi qu'on a une zone entre grosso modo 95 et 99, 98 $ qui est du coup le range d'accumulation du début d'année et où il y a encore beaucoup de BTC qui sont acquis, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui actuellement sont sous l'eau. De 98 à 83, je sais pas combien ça fait de pourcent là, je vais pas calculer de tête tout de suite pour pas me planter, mais voilà, on va dire grosso modo, je vais estimer ça, vas-y, entre 5 et 10%. On va dire moins 8% de perte. Je me trompe certainement et dans les commentaires vous pourrez me fusiller, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on va faire une estimation à la louche. On va dire que la zone ici qui a été achetée, du coup elle est sous l'eau de moins 8% et pourtant il y a encore des gens qui détiennent ces BTC et qui ne les vendent pas, ce qui montre une certaine forme de résilience et de confiance de ces investisseurs qui ont acheté ici. Ça peut être plein de types d'investisseurs différents, ça peut être des fonds, ça peut être des particuliers. Pour l'instant, comme c'est des BTC qui ont été accumulés sur du court terme, ils sont considérés comme les BTC des investisseurs à court terme, les STH, mais s'ils viennent à maturer, on pourra les considérer ensuite comme des investisseurs à long terme. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, puis c'est pas réellement la question. Ce qui nous intéresse ici, c'est que il y a 2 semaines, on était encore en dessous de ce cluster ici, et du coup on avait une zone d'offre, une zone de résistance qui était importante à franchir. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que depuis la semaine passée, justement il s'est passé ça la semaine passée, lol, eh bien on a eu un BTC qui a réussi à récupérer les 85 000 $, à s'affranchir de cette zone de résistance pour potentiellement la faire passer en tant que support. Et donc là on se situe juste, on est passé au-dessus, puis on a réintégré une zone de forte densité qui peut potentiellement donner un support assez important pour le prix. La fourchette de prix pardon, qui se situe entre les 80 000 et les 85 000 $, elle a fait objet d'une forte accumulation. On a quoi on a, vas-y, on va le faire à la louche encore une fois, 1% plus 1,6, donc plus 2, plus 1,5, donc ça fait 3 plus de 7, plus 1, 8. On a peut-être 8% de l'offre, grosso modo, si mes calculs sont pas trop mauvais, qui sont acquis dans cette zone. On a 300 000 BTC, plus 400 000, 700 000, plus 325 000, donc on va dire 1 million un boot, plus 200 000, ou on va dire en gros 1,2 million de BTC qui sont détenus dans cette zone, ce qui est quand même beaucoup. Et du coup le fait qu'on ait une forte zone d'accumulation ici et que le prix repasse au-dessus, et ça positionne les investisseurs qui sont entrés dans cette zone dans un état de rentabilité qui est certes faible mais qui est positif. Donc ça c'est un constat qui est plutôt encourageant. Mais en réalité la zone de densité majeure qui se situe entre les 95 et les 100 000 $ grosso modo, eh bien c'est la résistance la plus importante à conquérir du point de vue de cette zone d'offre-demande qu'on est capable de voir ici, ces zones d'accumulation. Et en réalité tant qu'on n'a pas vraiment récupéré ça, on peut pas vraiment avoir d'expansion sereine au-dessus, mais c'est normal cela dit, pour aller pour atteindre les 100 000, il faut nécessairement passer par les 95 000, j'ai envie de dire que c'est évident. Mais ce qui est important ici, c'est de voir qu'il y a des zones d'accumulation, en fait des formes de grands attracteurs qui vont attirer en fait comme des aimants le cours du BTC. Et donc maintenant qu'on a réussi à récupérer cette zone, il y a de fortes chances qu'on teste quand même au moins d'aller retourner les 95 000 dans l'ensemble. Et si le BTC venait à osciller entre ces deux fourchettes ici, donc entre grosso modo les 80 000 et les 95 000 au cours des semaines à venir, eh bien ce serait plutôt positif parce que ça amènerait déjà une stabilisation au sein de la correction, ce qui nous ferait d'ailleurs perdre, ce qui nous ferait invalider la droite tendance ici si on arrive à avoir une session un peu de crabe et de chop là pendant les prochains jours où ça ralentit comme ça mais on se stabilise au-dessus des 80 000, eh bien déjà ça va casser la droite de tendance de la correction, donc ça pourra donner une super impulsion pour potentiellement une nouvelle jambe haussière ensuite.
Et donc ça amènerait une structure de marché qui est favorable à une nouvelle jambe haussière. Moi je trouverais vraiment ce scénario excellent, c'est-à-dire de ranger un peu, d'évoluer potentiellement de manière volatile, puis ensuite de repartir à la hausse d'ici 1 ou 2 semaines, quand il y aura peut-être un petit peu moins d'incertitude sur le marché, ou simplement quand Bitcoin se sera dit écoute, bah maintenant c'est le moment. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter pour cette analyse et j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, j'essaye d'améliorer un petit peu le format au fur et à mesure, autant dans ma diction que dans les données que je vous présente, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas bien sûr à me dire si vous avez des retours constructifs, je lis les commentaires même si je réponds pas, je lis les commentaires quasiment tous et ça me fait plaisir d'avoir vos retours, surtout sur la dernière vidéo, apparemment vous l'avez bien apprécié, donc merci beaucoup. Cette analyse est disponible bien sûr au format écrit en article sur le site de Cryptos de manière totalement gratuite. Vous pourrez retrouver tout ce que je viens de vous expliquer avec du texte, avec de la notation sur les graphiques pour aller encore plus loin et mieux comprendre ce que j'ai essayé de vous présenter, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui apprécient aussi le fait de lire, qui ont une mémoire beaucoup plus photographique qu'auditive, donc il en faut pour tout le monde, c'est très bien. On a bien sûr le petit thread on-chain que je vous invite à aller aimer, partager et commenter si ça vous plaît, ça me donne énormément de force, donc n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment une énorme différence. Pour vous ça vous prend quelques secondes mais ça change vraiment tout. La même chose pour la chaîne YouTube de Cryptost Academy, hein. Un petit clic, une petite cloche, c'est littéralement 2 secondes mais vous pouvez pas deviner à quel point ça nous donne de la force, donc on apprécie énormément quand vous le faites. C'est une des manières que vous avez de nous récompenser pour le contenu gratuit qu'on vous donne, que ce soit avec les vidéos d'analyse de Vincent Gann tous les mardis midi ou moi avec un jeudi sur 2 les analyses on-chain. Et bien sûr encore une fois, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être entouré des meilleurs experts de l'écosystème français et avoir des analyses poussées qui d'ailleurs ont pu anticiper des catastrophes comme celle de OM Mantra dont on avait parlé, on avait déjà mis des risques dessus 3 semaines à l'avance, eh bien vous pourrez nous rejoindre sur Cryptost Academy en utilisant le prof ici, enfin le code prof20 ici pour avoir moins 20% sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas à vous rejoindre, ça me fera plaisir. Et je vous dis à bientôt pour ceux qui vont nous rejoindre sur la plateforme, et sinon pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo d'analyse. Bonne journée à tous, à bientôt.